Chers invités, Son Excellence, Monsieur le Président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, qui va bientôt nous rejoindre sur le plateau, et vous qui nous suivez sur ce double plateau télé et radio Centrafrique, recevez nos civilités. Votre talk show, votre émission préférée de débat, de polémique, le face-à-face de la vérité, reçoit en exclusivité pour la première fois son Excellence, Monsieur le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République. Je veux nommer Monsieur Maxime Balalo. Notre deuxième invité, qui va bientôt nous rejoindre sur le plateau, il s'agit d'un magistrat, un ex-ministre et actuellement président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Je vais nommer Monsieur Joseph Bindoumi. Par ma modeste personne, je suis Lucé Raymond Bomongo, le producteur de cette émission. Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au 75 00 19 43, au 72 50 19 41. La thématique d'aujourd'hui est la suivante. L'unité, c'est la vie. La division, c'est la mort. Dixit Barthélemy Boganda. Son Excellence, Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Super. Je vous vois en hyperforme. Barthélemy Boganda prônait ce qu'on appelle l'unicité du peuple centrafricain. Comment expliquer qu'aujourd'hui, la République est plongée dans un marasme qui fait que on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'unité nationale, qui était un idéal sacré du président défunt, a été complètement boycottée par nos politiques. Je vous remercie, Monsieur Raymond Bomongo, pour l'invitation. Je crois que votre question est tellement pertinente. Permettez-moi d'abord de rappeler qu'il y a 64 ans maintenant que disparaissait un grand homme, un icône de l'Afrique et particulièrement de notre pays. Je vais citer Barthélemy Boganda. Vous venez de donner une citation qui est toujours d'actualité. Boganda disait « L'unité c'est la vie, la division c'est la mort ». Mais quand on analyse la quintessence de cette citation, on se rend compte que le peuple centrafricain doit regarder un peu en arrière, puisque depuis des années, l'unité dans ce pays s'effrite. Tout à fait. Par la faute des Centrafricains, je dis bien des Centrafricains, par la faute des politiques, puisque vous l'avez dit, ceux qui ont la responsabilité de conduire la destinée de ce pays. Et je vais vous dire une chose, c'est tellement important quand on parle de l'unité. C'est le caractère de ce qui est unique. Tout à fait. Et aussi, quand on aborde les questions d'unité, on voit tout autour la cohérence. Ça, il faut le retenir. La cohésion, c'est ce qui a manqué de plus en plus dans ce pays. L'harmonie, le vivre ensemble, l'homogénéité, tout à fait, le vivre ensemble. Wow. De plus en plus, notre pays est confronté à une société de défiance. On a perdu de plus en plus les valeurs clés léguées par ceux qui se sont sacrifiés pour notre pays. Mais pourquoi Boganda parle de la vie en mettant le lien avec l'unité? Cet homme s'est sacrifié pour ce pays. Cet homme s'est donné pour que nous apprenions à vivre en communauté. Il a essayé de construire ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique latine. Oui. Parce qu'il a compris que c'est ensemble qu'on peut devenir fort. Et il a développé ce concept-là beaucoup même. À l'époque, ceux qui étaient avec lui, les dirigeants des différentes entités autonomes, n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce qu'il pensait parce qu'il était en avance sur son temps. Mais maintenant, revenons un peu à notre pays, tel que vous l'avez dit tout à l'heure. Vous savez que nous sommes dans un pays où nous avons une chance unique.
un pays où nous avons une seule langue qui est parlée sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. Voilà un vecteur clé de raffermissement, de renforcement de la cohésion dans notre pays. Oui, mais Son Excellence, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vraiment la réelle question. Nous aimerions savoir comment se fait-il que depuis 64 ans, le Centrafricain n'a pas compris que l'union fait la force. Le Centrafricain n'a pas compris que en nous faisant la guerre entre nous-mêmes, c'est-à-dire cette guerre fratricide, ne nous amenait à rien. Et puis, on s'enfonçait directement dans le désert. La preuve, donc, quand on essaie de faire une rétrospection, on voit tout simplement que il y a eu 64 ans de perdu. Et pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous dire le pourquoi du comment? Parce que à notre époque, quand nous autres, nous étions encore jeunes, il n'y avait pas cette histoire d'ethnie, il n'y avait pas cette histoire, les Gbaya allaient manger chez les Yakoma chez les Ngbaka, on s'entendait. Pourquoi nous voulons savoir exactement le pourquoi du comment de cette déconfiture. Je vous remercie. Vous savez, j'ai aussi cité Martin Luther King. Le 31 mars 1968, Martin Luther King disait « Nous devons apprendre à vivre comme des frères. Sinon, nous allons tous mourir comme des idiots. » Et ces citations de Martin Luther King répondent en fait à vos préoccupations. Barthélémy Boganda a jeté les bases de la construction d'une nation plus unie, avec une vision qui répond aux aspirations du peuple. Mais après Boganda, il y a une succession d'hommes et de femmes qui ont conduit au destiné de ce pays. Je vous ai dit que l'unité nationale commençait à s'effriter depuis très longtemps. On a commencé à perdre les valeurs clés qui devaient représenter une fierté nationale. Je vous ai dit qu'on a des avantages, mais nous n'avons pas profité de ces avantages-là qui étaient vraiment le socle. Il ne faut pas contourner les choses. Les politiques sont à la base. J'ai dit, les politiques sont à la base. Ceux qui sont amenés à gérer devraient ne pas négliger que l'unité était la clé de voûte de la cohésion du développement de notre pays. Vous avez cité vous-même ici, ces divisions viennent d'où? Viennent de nous-mêmes, de la manière de construire, du processus de construction de cette unité-là, qui a manqué par la faute de nous-mêmes, qui avons une responsabilité grande de construire une nation. Parce qu'une nation, ça se construit. Quand je dis nous tous, c'est une responsabilité collective. On ne doit pas jeter la pierre à Paul, à Jean, mais c'est une responsabilité collective. Le Centrafricain a refusé, je dis bien le Centrafricain, a refusé d'apprendre à vivre ensemble. Parce que tout simplement, ceux-là qui n'ont pas pensé au plus grand nombre, qui n'ont pas pensé aux plus faibles, qui n'ont pas pensé à créer les meilleures conditions pour que nous tous, nous regardions d'abord notre pays. C'est un manque de vision, c'est quand même un manque de vision politique. Absolument, voilà. Je le partage, je ne nie pas, je le partage. Mais vous dites pourquoi on a manqué à nos responsabilités. Il faut le reconnaître, nous avons manqué à nos responsabilités. C'est pour cette raison que nous sommes retrouvés dans le gouffre. Tout à fait. Dans la haine. Ouais. Nous sommes retrouvés dans des contre-valeurs qui n'ont fait que exacerber, n'est-ce pas, la division dans notre pays. Et les conséquences, c'est les crises à répétition. Les crises à répétition. On a refusé de nous regarder dans le miroir. On a refusé de nous parler les uns envers les autres. On a refusé de reconnaître la vérité. On a refusé d'apprendre à écouter différemment les autres. Et tout ça, au fil des ans, ont fait que nous avons commencé à développer des contre-valeurs.
Oui, mais depuis quelques années. Oui, je vais vous répondre. J'en viens. Oui, ok. Permettez-moi. Oui. Cette situation a atteint son paroxysme, n'est-ce pas, en 2013, avec un changement brutal, avec des conséquences inimaginables, où le pays était complètement désossé. Et il fallait vraiment avoir le courage de rompre avec tout ça. Le Centrafricain a dit non, on ne peut pas accepter, nous ne pouvons pas continuer à nous infantiliser, trop c'est trop. Maintenant que nous sommes revenus à la normalité constitutionnelle, nous devons comprendre une seule chose, c'est que ce pays, longtemps divisé, devait être plus uni. Notre objectif, c'est de construire un nouveau pays, c'est-à-dire une nouvelle république où nous devrions être ensemble. Ça rejoint aussi l'idéal de Boganda. C'est pour ça qu'il a parlé de la Renaissance. La Renaissance, ça c'est exactement à ce que vous venez donc au moins de dire. Mais cette Renaissance-là, pour renaître, il faut d'abord mourir. Et il faut d'abord au moins accepter de mourir, son Excellence. Est-ce que le Centrafricain a digéré sa rancœur, sa haine, sa jalousie? Parce que je veux vous dire que nous sommes allés très très vite aux besognes. Pourquoi? Les élections qui ont eu lieu, parce que moi j'étais l'un de ceux qui disaient que non, c'est-à-dire que la transition n'a pas permis d'asseoir franchement la paix. Et tous les hommes politiques se sont précipités pour dire allons rapidement aux élections, après les choses vont par miracle se remettre en place. Or, on a vu que après les élections, le chef d'État, Faustin Archange Touadéra, a triomphé, mais il s'est vu confronté à des véritables soucis sécuritaires. Alors que si la transition avait facilité la chose, vous me direz certainement que, comme ce que j'ai entendu, donc plusieurs fois on dit qu'à l'époque de Samba Panza, il y avait que 6 rébellions, maintenant à l'époque de Touadéra, il y en a 14. Mais pourquoi on n'avait pas anticipé tout simplement pour essayer d'anéantir complètement la rébellion avant que Touadéra puisse accéder au pouvoir? Je vous remercie. Vous-même, vous donnez la réponse à votre question, M. Bomongo. Tout à fait. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la haine, des rancœurs et autres, mais le Centrafricain, le politique a refusé de faire mourir cette haine, voilà. Ces rancœurs, et les gens pensaient tromper le peuple. Ouais. Oui, on a demandé d'aller aux élections, mais les gens pensaient que les élections c'était pour eux. Ouais. Oui, mais malheureusement, le peuple a fait un choix. Tout à fait. Mais quand le peuple a fait un choix, on devait dire, mais le peuple a fait le choix, mais mettons-nous ensemble pour travailler. Tout à fait. On devait voir le peuple, on devait regarder ce peuple-là. Mais on a refusé de regarder le peuple. Et voilà pourquoi on retombe encore dans les mêmes travers. On fait renaître la haine d'une autre manière. On fait renaître ses rancœurs d'une autre manière. On fait renaître la division d'une autre manière parce que ce n'est pas moi. Mais ce concept-là est dépassé. Si on aime notre pays, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle que soit notre position, quelle que soit notre manière de voir les choses, regardons-nous en face. Pensons d'abord à ce pays. On doit se dire, c'est notre pays, ce pays a trop souffert, ce peuple a trop souffert, mettons-nous ensemble. Il y a de la place pour tout le monde, je répète, il y a de la place pour tout le monde. En fonction de leurs compétences, travaillons pour relever ce défi de l'unité, tant sollicité par Boganda, cher à Boganda. Malheureusement, j'ai dit encore malheureusement, nous vivons le contraire de la vision prônée par Boganda. Le professeur Touadéra est sur les traces de Barthélemy Boganda. Parce que lui, il tend la main, il veut la paix dans son pays, oui, effectivement, il veut renforcer l'unité. On va donc en venir. Oui, c'est pour cette raison. C'était pour ça que je voulais vous poser la question, son Excellence. Pourquoi la politique de la main tendue du chef de l'État, qui sied parfaitement avec la philosophie de Barthélemy Boganda, aimons-nous les uns les autres, et pardonnons-nous, a donc échoué. Et cela n'a pas permis de désarmer les cœurs. Parce que, vous savez, si j'ai bonne souvenance, le président Touadéra, une fois accédé à la magistrature suprême, qu'est-ce qui s'est passé?
on ne pouvait pas parler de l'opposition. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde dans le gouvernement. Les gens ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas mangé. Donc, tout le monde a partagé le gâteau. Mais comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, il y en a qui sont repartis dans la brousse pour essayer de venir assassiner les Centrafricains? Voici donc ma question. Je vais vous répondre d'une manière simple. Je vous ai dit tout à l'heure que le Centrafricain a refusé de faire mourir en lui ses désirs. Ces désirs-là qui reviennent tout le temps, si ce n'est pas moi, c'est le chaos. Il n'y a que moi. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il faut savoir accepter les choses et dire la vérité. Le problème de nous Centrafricains, c'est qu'on veut qu'on fasse ce que nous voulons. Si vous ne faites pas ce que je veux, je ne serai jamais d'accord avec toi. Mais il y a aussi, cette question d'ego démesuré des gens, donc de nos politiques, qui fait que, comme ce que vous êtes en train de nous expliquer, si moi, Lucie Raymond Bomongo, je ne suis pas président, eh bien, je crée donc au moins une situation qui pourrait rendre au moins le pays ingouvernable. Mais pourquoi nous avons cet ego démesuré d'être tous présidents de la République? Est-ce que dans ce pays, il y en a ne peuvent pas accepter d'être ministres ou bien tout simplement chef de cabinet? Pourquoi cette course à l'échalote? Ce qui est regrettable, et c'est ce qui fait de notre pays une particularité, je vous le dis encore, c'est que nous n'avons jamais compris que pour sortir de ce marasme, de la souffrance du peuple centrafricain, nous devions renoncer justement à ces penchants qui continuent à nous pousser vers les errements. Et je vous dis encore, les politiques doivent prendre du recul. Si on veut regarder les choses dans l'optique de penser qu'il n'y a que nous, sans nous, il n'y a personne. Il faut qu'on ait la faiblesse de nous regarder en face pour dire que taisons les armes, taisons les querelles, la main dans la main, marchons vers une seule direction, le développement, l'émancipation de ce peuple. Et vous l'avez bien dit, nous n'avons pas encore compris, nous pensons que les mêmes causes vont produire les mêmes effets, mais malheureusement les choses changent. Le peuple centrafricain n'est plus dupe. Le peuple centrafricain a compris qu'on en a marre. Nous sommes fatigués. Nos enfants n'ont plus d'espoir. Nos enfants n'ont plus d'avenir. Nous ne voulons plus de ça. Il faut que nous comprenions, nous qui faisons de la politique. Le moment est venu, le moment idéal pour que nous nous disons non, ça suffit. Ça suffit, c'est notre pays d'abord. Centrafrique d'abord. Et c'est ce que le président Touadéra essaie de faire comprendre. Beaucoup, certains, je dis pas beaucoup, certains de ses frères et sœurs n'ont peut-être pas compris. Et je pense que l'occasion est venue, vous le dites bien, et Martin Luther King l'a dit, si nous n'apprenons pas à vivre comme des frères, nous allons tous mourir comme des idiots. Parce que demain, on va utiliser d'autres moyens, des moyens illégaux. Mais qui va payer? C'est nous tous, nous allons tous payer. C'est pour cette raison que je crois le moment est venu pour réfléchir sereinement, qu'est-ce qu'on doit faire, quel chemin nous devons prendre. Il faut changer de paradigme. On ne peut faire la politique, cette politique-là que nous avons toujours fait, qui n'a jamais rendu service à ce pays. On doit changer. Changer, c'est quoi? C'est accepter l'autre. Accepter l'autre, essayer de continuer à dialoguer comme le président recommande. Vous avez vu dans le gouvernement les gens qui sont opposés avec lui par les armes. Il a dit non. Pour la paix, pour sauver mon pays, restons ensemble, travaillons. D'autres ne veulent pas. Ils pensent que la solution, c'est les armes. Les armes n'ont jamais réglé un problème dans n'importe quel pays. C'est le dialogue. Le dialogue. On lui impose la guerre. On lui impose la guerre. Mais nous ne voulons pas de cette guerre-là. Parce que ce peuple a trop souffert. Nous voulons rester ensemble. Nous voulons... Quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos oppositions, nous devrions apprendre à travailler ensemble pour l'avenir de ce pays. C'est pour cette raison que Boganda nous dit la division, c'est la mort. Nous nous sommes divisés
depuis des décennies. Arrêtons de nous diviser. Pensons d'abord à ce pays. Voilà le message que je voulais faire passer, parce que j'estime que ce pays a besoin plus d'unité que de la division. Oui, mais Son Excellence, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention, mais il faut pas se voiler la face. Vous savez que le peuple, vous avez des enfants, vous êtes père de famille. Si vous avez des enfants qui ont faim, ils vont toujours crier qu'ils ont faim. Donc, si effectivement que nous avons des gens qui se plaignent tout simplement parce que ils estiment qu'ils ont des régions ou bien autres qui ont été donc oubliées, et en plus de cela, il faut aussi voir ce côté. Donc, les gens réclament donc le partage du gâteau, c'est-à-dire que la répartition des richesses. Est-ce que vous, en tant que politique, vous avez pensé à cela? Parce que les gens constatent de plus en plus que plus vous avancez dans le bas-fond de la République centrafricaine, le niveau de pauvreté atteint donc son paroxysme d'irritabilité. Quand vous êtes au niveau de Bangui, on constate qu'il y a des nouveaux riches qui font que, donc, ce qui crée, donc, au moins cette jalousie. Comment expliquer qu'on peut essayer de désarmer les cœurs tout en n'essayons pas franchement d'élever le niveau de vie donc de nos frères et sœurs qui sont dans les provinces. Et je profite aussi donc pour essayer de signaler que le président de la Ligue des droits de l'homme, Monsieur Joseph Benoumi, vient de nous rejoindre sur le plateau. Je vous donne d'abord la parole le temps que Monsieur Benoumi puisse essayer de s'installer. Merci. Je salue en passage le ministre Benoumi, qui vient de nous rejoindre. Je voudrais vous dire tout simplement que hier, à tort ou à raison, beaucoup de nos compatriotes ont estimé qu'ils ont été abandonnés. Tout à fait. Un certain nombre de régions, c'est ça qui justifie en fait leur réaction à l'époque. Mais je vous dis que dans le cadre du développement de notre pays, on a mis en place des politiques. On a mis en place un certain nombre de projets en direction de nos régions éloignées. Tout à fait. Pour réduire les fractures économiques. Parce que ces fractures-là ont été à l'origine de beaucoup de problèmes. Voilà, exactement. C'est ça le nœud du problème. Vous voyez, beaucoup de projets ont été initiés dans le cadre du RCPCA et autres, même à l'époque, n'est-ce pas, pendant la transition, parce qu'il fallait penser justement pour répondre à ces préoccupations. Mais je vais vous dire, mais nous avons des projets de construction de route. Mais les gens sont allés, on les prend en otage. Oui, ça. Vous voyez le franchement, ça. Non, en tout cas, vous avez raison. Il y a des projets qu'on a mis en place qui sont détruits. On construit des infrastructures qui sont détruites par des gens qui ne veulent pas du tout qu'on mette en place ces projets de développement en faveur de ces régions-là, qui à l'époque, à raison, à tort ou à raison, ont réclamé qu'ils ont été abandonnés. Mais là où nous sommes aujourd'hui, comme vous le dites si bien, nous ne pouvons satisfaire aux besoins collectifs, n'est-ce pas, que si nous travaillons ensemble. Tout à fait. Et que les projets qui sont initiés par le gouvernement vont dans le sens de satisfaire les besoins de nos populations. Mais maintenant, nous avons la stratégie mise en place, c'est quoi? C'est d'empêcher qu'on mette en place ces projets-là au profit de ces populations à travers... Rien ne justifie les rébellions là où nous sommes. Rien ne justifie. Politiquement, il n'y a pas l'offre politique qui est posée pour ces rébellions-là. Il n'y a pas l'offre politique. Parce que là où nous sommes, c'est la situation de précarité de nos compatriotes qui nous intéresse. Comment on devrait faire au jour le jour pour répondre à ces préoccupations? Nous sommes, il faut le reconnaître, depuis 2013, nous sommes tombés si bas. Je vous dis que notre pays était désossé. On est parti d'un taux de croissance de moins 37%. J'ai jamais vu. Et pour ressortir de cet abîme, il faut beaucoup d'efforts qui nécessitent la contribution de tous les Centrafricains. Mais pour qu'on y aille, il faudrait qu'on s'accorde que tout le monde s'associe à l'œuvre de reconstruction nationale. Et tout le monde doit s'associer à l'œuvre de reconstruction nationale. On ne peut pas continuer à tirer le pays vers le bas. C'est pour cette raison qu'on doit combattre la division. Le peuple centrafricain refuse. Et la majorité des Centrafricains refusent la division de ce pays-là. Nous voulons
être ensemble. C'est ensemble plus fort que nous allons répondre aux aspirations du peuple centrafricain. Bien, Monsieur le Président Bédomi, soyez les bienvenus. Bonjour. Merci. Bonjour. Voilà. Nous savons que vous étiez un peu pris parce que vous avez eu une réunion au niveau de la Ligue. Vous avez tout fait quand même pour être là. Nous vous remercions. Vous avez suivi succinctement, donc brièvement, de quoi il en est question. Donc la problématique du jour, c'est l'unité, c'est la vie, la division, c'est la mort, c'est-à-dire l'unicité du peuple centrafricain à travers ce que le président Barthélémy Boganda appelait donc l'union sacrée, c'est-à-dire l'union qui fait la force. Aujourd'hui, là, nous abordons l'aspect, que dirais-je, donc, ce qui, on essaie de savoir exactement le pourquoi du comment de la rébellion, pourquoi il y a des Centrafricains qui refusent donc de désarmer et qui continuent toujours à empêcher le pays d'avancer, alors que le président Boganda disait que l'unité c'est la vie, la division c'est la mort. Mais quand est-ce que allons-nous cesser de nous diviser? Et d'après vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que il puisse plus du tout au moins y avoir de rébellion? La rébellion est due à ce que on appelle donc le manque de partage donc de la richesse, ou bien tout simplement à ce qu'on appelle communément donc les égos démesurés de nos politiques. Voici donc les questions que nous avons survolées à votre absence. Merci. Alors je vous remercie beaucoup. J'avais effectivement une réunion, mais j'avais cadré cette réunion par rapport à l'ancien programme qui m'était destiné, qui faisait que on devrait se rencontrer à 12h, pour faire ce débat, avec comme débatteur le ministre Balalou, que je remercie, que j'ai salué très respectueusement tout à l'heure. Et donc, j'ai peut-être fait un programme en adaptant à 12h. Mais il semble que nous avons dû avancer en raison d'autres impératifs. Donc, je m'en excuse très sincèrement. Maintenant, le thème que vous avez mis sur la table est un thème très important. Un thème très important. Barthélémy Boganda, je crois que c'est le mois à partir duquel on doit parler beaucoup de Barthélémy Boganda. Est-ce que Boganda était un homme qui avait la volonté de faire de l'unité un élément essentiel en République centrafricaine? Alors vous allez le remarquer, dans tous les discours de Boganda, son idée essentielle, c'est l'unité. Parce que vous allez voir la devise, ça commence par unité, dignité, travail, et que vous allez voir dans l'hymne national, au Centrafrique, au berceau, le berceau des Bantous. Les Bantous, c'est beaucoup de personnes réunies ensemble, etc. Donc, vous comprenez qu'il avait vraiment la volonté de guider sa politique dans le sens de l'union, d'abord à l'intérieur de la République centrafricaine, et puis union à l'intérieur de la sous-région, parce qu'il voulait créer un pays, un environnement qui regroupe tous les États d'Afrique centrale. Donc, son idée, sa philosophie réelle, c'était l'unité. Maintenant, sans rentrer dans les détails des étapes qu'il a suivies pour arriver à ça, ce que nous savons, c'est qu'en prenant l'unité, il a créé son parti qui s'appelle le Mouvement pour l'évolution sociale d'Afrique noire. Il aurait pu créer son parti pour l'évolution sociale d'Afrique noire. Il a créé plutôt un mouvement. Il faut faire la distinction parce que nous, quand on crée ces mouvements politiques, enfin des partis politiques ou des organisations ou des associations à caractère politique, on met tout. On ne sait pas si c'est un mouvement ou c'était un parti, mais lui, il a choisi de prendre le mouvement. C'est-à-dire le mouvement, c'est une forme d'association qui attire tout le monde. C'est-à-dire qui attire tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, dans mon action, je ne veux pas la gauche, au sens politique du terme, je ne veux pas la droite, mais l'idée c'est de rassembler beaucoup de personnes qui ont une vision et un intérêt commun. Bon, donc, Boganda
Oui, là, je pense qu'il va falloir est-ce qu'on aille directement, parce que je vous ai posé les 3 questions. Je reviens. Oui, je pense qu'on a déjà parlé de tout cela la dernière fois. Là, si vous pouvez essayer de nous dire exactement pourquoi on n'arrive pas à désarmer les cœurs et pourquoi toujours la rébellion, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que ça cesse, parce que ça cadre plus. Donc quand le président dit l'unité c'est la vie, la division c'est la mort, mais nous constatons tout simplement que la rébellion donne la mort, continue de donner la mort au peuple centrafricain. Moi je voudrais vous répondre le plus simplement possible, c'est que lorsque nous arrivons à une situation de rébellion, oui. Il n'y a pas un médicament pour ça. Le seul médicament pour mettre fin à une rébellion, c'est la négociation. Je dis ça à plusieurs reprises. Et je suis réconforté dans cette vision par le Forum national de Bangui, qui a pensé que dans un État comme la République centrafricaine, il peut y avoir plusieurs contradictions. Contradictions, soit parce qu'il y a une région qui pense que ils sont oubliés, il y en a d'autres qui pensent qu'ils produisent beaucoup, mais qu'ils nourrissent des régions qui ne produisent pas beaucoup. Il y en a qui pensent que ceux qui sont au pouvoir ont plus de satisfaction que ceux qui ne sont pas au pouvoir. Il y a même dans des groupements politiques, nous avons vu des militaires qui ont des galons chaque année, pendant que d'autres n'en ont pas du tout. Et qu'on est parfois surpris lorsque les militaires vont sur le terrain et qu'à un moment donné, ils refusent de se battre. Et donc, il y a beaucoup de comportements qui ne sont pas bien. Et tous ces comportements qui ne sont pas bien ont comme médicament la recherche permanente du dialogue. Mais le dialogue, on en a eu... Je voudrais c'est la réponse qu'on donne toujours lorsqu'on veut que la République centrafricaine ne s'en sorte pas. Alors, c'est la seule réponse qu'on donne toujours lorsque on ne veut pas que la République centrafricaine s'en sorte. Parce que le dialogue, le Forum national de Bangui a dit, le dialogue doit être permanent. C'est-à-dire que quand vous dites à un gouvernement, oui, vous avez déjà dialogué avec de fous, vous avez dialogué avec les méchants, vous avez dialogué avec les criminels, maintenant c'est assez, on ne dialogue plus. Ça veut dire que vous avez créé une rébellion. Monsieur, je vous comprends, mais je pense que le Centrafricain en a marre des dialogues. Alors, si vous dites, si vous me permettez, je vais vous dire ceci. Oui, on a vu le président tout récemment. Oui. Les histoires de APPR, pour moi, c'est mort. Parce que quand vous signez, le président s'est sacrifié. Il a tout fait. Il y a eu combien de ministres ici? Combien de rebelles? Ces rebelles ont continué à tuer. Je ne fais pas du tout l'avocat du diable. Vous connaissez très bien ma position. Je ne suis pas MCU, mais disons-nous la vérité. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Vous réclamez encore un dialogue. Alors que vous savez très bien que ceux qui étaient les parrains ont été incapables de sanctionner les rebelles et que les rebelles continuent toujours de massacrer. Vous redemandez encore un dialogue. Non, attendez. Vous avez la parole. Je suis désolé, je vous redonne la parole. Mais je vous remercie beaucoup. Voilà. Je pense que vous êtes bien fait pour animer ce débat. Peut-être parce que, je vous comprends bien, mettez les flammes pour que le débat là soit suivi par beaucoup de personnes. Mais ce que je vous dis, c'est quoi? Ce que je vous dis, nous sommes venus ici pour ça. C'est que quand vous parlez de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, moi j'étais avec mon mouvement parmi les associations qui étaient contre l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Et à l'époque, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, cet accord politique pour la paix et la réconciliation, ça ne donnera aucun résultat. Et pourtant, c'est un dialogue. Attendez, non, ce n'est pas un dialogue, c'est un accord politique, ça ne donnera aucun résultat. Et comme nous sommes démocrates, nous avons vu des personnes de la communauté nationale comme la communauté internationale nous dire
que l'accord politique pour la paix et la réconciliation, c'est la seule voie de sortie de la crise centrafricaine. On nous a dit la seule voie de sortie de la crise centrafricaine. Son Excellence, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Non, je vais vous rappeler. Est-ce que vous m'avez retiré la parole? Non, mais j'essaie de savoir, est-ce qu'il abonde dans le même sens que vous pour que vous aussi vous continuez? Non, parce que je crois qu'il faut laisser au ministre le temps de me répondre tout à l'heure. Ok, bon. Alors donc, on nous a dit que c'était la seule voie de sortie de la crise centrafricaine. Ouais. Nous, en tant que démocrates, dans notre organisation, nous avons dit, puisque la communauté internationale, puisque la communauté, une grande partie de la communauté nationale, communauté nationale c'est pluriel, beaucoup de gens disent que c'est la seule voie de sortie de la crise centrafricaine. Allons-y, regardons, même si nous avons été contre au départ, parce que nous ne voulions pas que le pays, la République centrafricaine, qui n'avait pas été battu par un ennemi extérieur, puisse se faire quelque chose comme l'armistice. Armistice, ça veut dire que vous prenez des groupes armés, vous les mettez devant vous, vous dites, vous allez avoir des gens dans le gouvernement, c'est votre part, vous allez diriger des régions entières, vous allez avoir les SMS où il y aura vos hommes plus nombreux que les forces armées centrafricaines, que vous allez coopérer ensemble sur les couloirs de transport de bétail, etc., etc. C'est comme si on était dans une guerre avec un autre pays. Et comme les forces de l'autre côté ont dominé sur nous, nous avons été obligés de céder. C'est ce qu'on appelle le rapport de force. Oui, voilà, c'est une évidence. Nous avons cédé. Mais oui. Nous avons dit, nous, on ne devait pas sauter comme ça. Nous sommes un gouvernement légitime. S'il y a des gens qui se sont trompés, s'ils veulent revenir à la raison, le forum de Bangui a dit, transformez-vous en parti politique. Monsieur Bedomi, je vous comprends très bien. C'est la même question que j'ai posée à son Excellence Monsieur Maxime Balalou. Voilà. Vous allez, donc, après la transition aurait pu désarmer tout le monde. Parce que moi, j'ai l'expérience. Quand vous amenez autour d'une table, le ministre est armé de Kalachnikov, vous n'êtes pas armé. Autour de la table, qui c'est le plus fort? Non, nous n'avons pas dit ça. Moi, je vous donne un exemple. Je vous dis que on a laissé les groupes armés venir à la table du dialogue avec des armes. Donc, ce qui fait que ils étaient en position de force. Ce qui fait que tout ce que eux pouvaient dire, le chef d'État qui n'avait pas du tout de militaire, il pouvait que se taire et puis essayer de suivre. Donc, mais en gros, je dis tout simplement que cet accord n'a permis à rien du tout. Bon, ça alors, nous a servi à rien. Je vous réponds dans ces conditions. Vous savez que cet accord, la critique essentielle aujourd'hui, c'est que vous faites une convention avec des gens, et puis une grande partie des gens qui ont signé la convention avec vous se retirent. Voilà, mais vous clamez que même si tout le monde se retire et qu'il reste seulement une personne, nous allons continuer l'accord avec la même personne. Alors, vous comprenez, ça c'est un marché de dupes. On devrait s'entendre, alors c'est là que je veux revener, on devrait s'entendre pour dire que... Vous redemandez encore un autre dialogue avec les mêmes... Attendez, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre l'accord politique. Il ne faut pas confondre l'accord politique avec le dialogue. Ma question était de savoir comment faire pour qu'on désarme les cœurs, comment on pouvait essayer de changer le paradigme pour que le centrafricain puisse vivre en toute quiétude. Bon, alors, moi, ma réponse, c'est celle-là. Comme je vous ai dit... Essayez de chuter parce que... je chute. Parce que le ministre aussi, il est donc limité. Attendez, voilà. je chute pour dire que aujourd'hui, nous savons que le pays est en guerre. Nous avons la preuve officielle que nous avons le couvre-feu qui existe, qui n'a pas été levé. Nous avons l'état d'urgence qui n'a pas été levé. Et puis nous avons des conflits pratiquement tous les jours où on nous annonce des morts. Et il y a des gens qui continuent de mourir. Maintenant, nous savons que l'option militaire n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui dire nous allons aller militairement mettre fin aux personnes qui s'agitent. Parce qu'en allant militairement, on se rend compte toujours que les gens que nous voulons combattre sont moins qui meurent et les gens qui sont des innocents sont plus qui meurent. Suivez-moi bien. C'est-à-dire que quand il y a des combats à Bambari ou à Gordil ou à tel, il y a des gens qui sont innocents, qui meurent
il y a des villages qui n'ont rien fait, qui sont brûlés, mais les gens que nous voulons combattre disparaissent dans la nature. Bien. Depuis beaucoup de jours, on n'en voit pas de cadavres de ces gens, on n'annonce pas leur mort. Alors donc, ça veut dire quoi? Le médicament de ça, c'est que ces groupes armés-là, les rebelles, dont certains ont leurs représentants dans les institutions, ces groupes armés devraient être appelés pour qu'on dise qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est ce qui se fait. C'est ça le médicament. Non? Le médicament, et ça s'appelle dialogue. Si aujourd'hui, c'est pas parce que je me suis palabré avec le ministre en 2022 que si aujourd'hui se présente un autre problème, je ne peux pas dire, puisqu'on s'est palabré avec le ministre en 2022 et qu'il y a un problème entre lui et moi en 2023, je ne veux plus discuter avec lui. J'ai dit, en 2022, nous avons essayé. C'est vrai qu'il y a d'autres éléments qui sont venus. Mais aujourd'hui, je veux discuter encore avec le ministre pour savoir d'où vient la contradiction entre nous. Ok, très bien. Son Excellence, vous avez suivi les propos donc, du président Bedoumi. Nous, on était déjà sur une autre voie avec, vous avez préconisé, vous avez dit que voilà, il fallait tout simplement que l'État ait mis les moyens pour que dans les pays, dans les coins les plus reculés, les gens puissent se retrouver, disons, des moyens quand même convenables de vie pour que les gens ne puissent plus du tout se rebeller et ainsi de suite. Le président vient d'évoquer un cas qui me chagrine un peu, mais bon, donc c'est au sujet des ministres qui sont dans le gouvernement. Telle n'est pas en réalité la problématique que nous devons débattre aujourd'hui. Nous, c'est l'unité. Pensez-vous que on doit encore repartir sur la base d'un dialogue pour ramener la paix? Permettez que je réponde un peu au ministre Bimbi en l'écoutant tout à l'heure. En fait, cet exercice-là, on a connu. Ouais. On n'a jamais eu de solution. Mais oui, c'est ça, quoi. Et ce pays continue de se plonger, n'est-ce pas, dans l'abîme. C'est-à-dire que il faut qu'on soit clair. Au sortir du dialogue, ce que le président Binoui a dit tout à l'heure, quel était le rapport de force? Mais c'est ça. Au sortir de ce dialogue, avec toutes les recommandations qu'on a pompées, on avait plus de 80% du territoire qui était occupé par les rebelles. Et en termes de rapport de force... Vous parlez que du dialogue? Je parle de dialogue que nous avons organisé pendant la transition. Non, c'est ça qu'on appelle le Forum national de Bangui. Le forum. Oui. Je vous ai dit, au sortir de ce forum, avant qu'on ait aux élections, n'est-ce pas, on était à combien? Plus de 80% occupés par les rebelles, n'est-ce pas? Ah non. Suivez-moi. Non, je vais vous répondre sur cette question. Suivez-moi. Oui. De ce que vous venez de dire. Puis c'est après le forum que nous sommes allés maintenant au dialogue républicain. Mais ce que vous oubliez, c'est que dans ce pays, avec tout ce qui se passe, le comportement des hommes politiques, qui ne cessent d'attiser le feu, qui utilisent d'une autre manière ces mêmes personnes-là, qui aujourd'hui sont d'accord pour faire la paix, demain, ils ne sont pas d'accord pour faire la paix, pour lesquels on doit combattre. C'est ensemble qu'on doit les combattre, ces pratiques-là. Le chemin qui était pris de ce dialogue-là était le bon. Pourquoi? Parce que le dialogue avec les politiciens, le problème ne se posait pas, puisqu'on en parle entre nos politiciens. Mais nous, avec ceux qui ont pris les armes, qui n'ont pas d'offre politique en réalité. Tout à fait. Parce que, quand on voyait derrière leurs revendications, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'avait même pas un programme politique. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait arrêter. Cela était plus nuisible que les politiques. Tout à fait. C'est pour cette raison que nous sommes allés à Khartoum. Vous le savez très bien. Alors, si nous sommes allés à Khartoum, il n'y a pas que de bons accords. Il peut y avoir de mauvais accords, mais qui permettent de sauver la situation de ce pays-là. Sortir ce pays de l'abîme. C'est pour cette raison qu'on est allé à la PPR. Ceux qui sont sortis, quelle est la raison? La raison, c'est quoi? Dans la mesure des mesures qui sont prises pour désenclaver ces zones, pour développer ces zones, ne devaient pas les conduire à sortir de l'accord. Parce qu'ils ont d'autres objectifs. Continuer à faire souffrir le peuple centrafricain. Il faut arrêter, puisque
la feuille de route de Luanda, vous le savez, la feuille de route de Luanda a mis en place ces dispositifs. Mais au niveau de la feuille de route de Luanda, le chef de l'État a pris unilatéralement, n'est-ce pas, à proclamer le cessez-le-feu. Il tend encore la main, parce qu'il ne veut pas que ce pays s'embrase. On ne peut pas continuer dans cette sphère-là. Mais nous sommes dans une cacophonie politique telle que les gens ne voient plus le peuple centrafricain. Le dialogue dont vous voulez parler, là, c'est un dialogue qu'on va se réunir encore pour dire un peu gouvernement d'union nationale, machin, tralala. C'est les mêmes chansons qu'on a vues depuis des années. Oh, il faut arrêter avec ça. Maintenant, je pense, sincèrement, monsieur le ministre Bindoumi, on doit nous regarder en face. Nous sommes des compatriotes. Arrêtons, disons, à un moment donné, arrêtons tout ça. Nous sommes des frères et sœurs. J'avais cité tout à l'heure Martin Luther King, le 31 mars 1968, il disait, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à vivre comme des frères. Sinon, nous allons tous mourir comme des idiots. Là où nous sommes, regardez le sort de ce peuple-là. On tue pour quelle raison on tue? Pour une personne? Parce que toi, au pouvoir, on va tuer, on va faire massacrer les gens, les Centrafricains qui n'ont rien à voir, on va les tuer. Pour quelle raison on continue à tuer les Centrafricains? Juste pour la politique, juste pour la conquête du pouvoir, on doit arrêter ça. Les organisations de droits de l'homme doivent se lever, condamner avec la dernière rigueur ce qui se passe. Nous tous ensemble. Boganda dit, l'unité c'est la vie. La division c'est la mort. Mais nous continuons à privilégier la mort. Que dira-nous tant demain? L'histoire va nous juger. C'est pour cette raison que cette vision du président Boganda, que nous avons oubliée, parce que l'unité s'est effritée depuis des années, hein, c'est pas aujourd'hui. On a vu des gens au pouvoir qui ont développé le tribalisme et autres, hein, qui ont divisé les Centrafricains. Il y en a qui ont trouvé d'autres manières, une autre manière de pouvoir continuer à diviser les Centrafricains. Il faut arrêter. On ne doit pas continuer à diviser les Centrafricains. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes l'un des pays les plus arriérés au monde. On ne peut pas, il faut dire non. Hein? Le Centrafrique, on ne peut pas continuer avec ce que vous dites là. C'est ce qu'on a connu. On l'a fait plusieurs fois. Il n'y a aucune suite. Qu'est-ce que nous voulons pour ce pays? Oui, vous bon, avez, alors, donc, moi, je voudrais nous convenir que lorsque j'aurai à développer mon idée, j'ai vu que vous avez laissé le ministre parler. J'ai bien peur que lorsque je vais commencer à parler, vous allez venir me couper. Je souhaite que je ne sois pas coupé. Ouais. Okay. Et si nous venons avec des idées essentielles. Tout à fait. Soyez bref et concis parce non, que... très bref. Parce que je vais vous dire, très bref, Boganda, il voulait l'unité. Ouais. Boganda a créé un parti qu'on appelle le MESAN. Ça vous l'avez dit d'ailleurs, oui. Qui existe déjà, mais qui n'a aucun député à l'Assemblée parce que nous n'avons pas encouragé que les opinions de Boganda soient maintenues sur l'échiquier national. Vous parlez de quelle époque? Aujourd'hui, il n'y a aucun député de Boganda à l'Assemblée. Est-ce que le MESAN d'aujourd'hui reflète vraiment les idéaux de Boganda? Nous n'avons pas encouragé parce que nous avons été amenés à nous battre contre ceux qui transmettaient le message de Boganda. Ok. Bon. Alors maintenant, je reviens au fond. Je crois ce que le ministre vous a dit. Je ne veux pas dire que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Avec le ministre, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Parce que la seule chose que je veux, c'est que quand nous retraçons l'histoire de la République centrafricaine, nous le retraçons équitablement. En 2013, tout le monde est unanime que des groupes armés se sont formés à Birao. En décembre 2012 et en 2013, le 24 mars, ils sont arrivés à Bangui, ils ont pris le pouvoir pour installer Njoto Dia au pouvoir, la République centrafricaine. Mais en y laissant un régime de terreur. Et la réaction du peuple s'est faite parce que il s'est créé la milice, qu'on appelle milice, mais qui était la volonté des gens qui ne voulaient plus supporter la terreur Séléka. Il s'est créé les mouvements milices où les gens se sont battus. Donc, à un moment donné, ce n'étaient pas les forces armées centrafricaines, en tant que telles, qui se battaient contre Séléka, mais c'était les anti-Balaka qui se battaient contre Séléka depuis le 5 décembre
2013 jusqu'à ce que le régime de Seleka tombe le 10 janvier 2014. Et puis nous avons entamé à partir du 20, avec Mme Zama-Panza, une autre transition. C'est au cours de cette transition où, au départ, les belligérants officiels étaient Seleka et Anti-Balaka. Les deux. Que nous sommes allés en mai 2015 au Forum national de Bangui. Au Forum national de Bangui. Et lorsque nous sommes arrivés au Forum national de Bangui, après la consultation populaire à la base, après le forum qui a regroupé toutes les entités, nous avons sorti un certain nombre de recommandations qu'il fallait mettre en œuvre. Parmi lesquelles, la dissolution de groupes armés, parmi lesquels la non-conquête du pouvoir de l'État par les armes, parmi lesquels l'interdiction de prendre quelqu'un qui a pris des armes contre la République pour mettre dans les institutions de la République. D'accord. Nous sommes arrivés à ça. Ouais. Et donc, après le Forum national de Bangui, nous avons rédigé une constitution qui a été adoptée et on s'est rendu compte que lorsque le pouvoir d'État, c'est là que je veux regarder le ministre en face, lorsque nous sommes arrivés le 30 mars 2016, c'est lorsqu'on a organisé un référendum sur toute l'étendue du territoire national avec la libre circulation. La deuxième chose, nous avons organisé les élections législatives et présidentielles qui ont été acceptées comme étant des élections crédibles. Donc c'était crédible. Et la remise du pouvoir a été faite en présence des chefs de l'État qui sont venus assister à ce grand événement. Et donc quand nous sommes partis de là avec déjà un gage d'un pays où on pouvait circuler de l'Est à l'Ouest, on pouvait circuler du Nord au Sud. Mais nous sommes partis de ça. Et en 2016, il nous suffisait de nous appuyer sur ce levier que nous avait légué, la transition qui nous a permis d'avoir la légitimité du pouvoir. Il fallait continuer cette échelle pour que on ne retourne plus derrière. De telle sorte que lorsque nous avons pris la décision, il y a 6 mouvements qui étaient en train de se battre, parce qu'il y a les 3 R qui sont nés, qui n'étaient pas visibles à l'époque, mais nous avons tendu la main. Et quand nous avons tendu la main, nous avons récolté quoi? Nous avons récolté 14 groupes armés. 14. Et donc, les charognards, je me dis les charognards, les gens qui veulent voir le monde s'émietter, Saint-Egidio est venu en disant oui, je vois qu'il n'y a pas la paix, on va partir à Rome, on va partir à Khartoum, on va partir ailleurs, on va revenir, on va ailleurs. Mais tout cela démontre tout simplement de l'incapacité des politiques centrafricains à pouvoir régler entre eux sur le territoire centrafricain. Bon, je reviens pour terminer. Je vous avais dit de ne pas me couper. Non, je parce que le temps qui nous est imparti tire donc à sa fin. Nous sommes en train de parler de Boganda et parlons de Boganda jusqu'à la fin. Et je dis que on ne va pas faire l'émission. Non, c'est une émission. Je dis donc que lorsque nous avons beaucoup de forats, je vous donne l'exemple. Nous avons été à Brazzaville, nous avons été à Libreville, nous avons été à Luanda. Mais lorsqu'on va sur un forum à l'extérieur, c'est-à-dire que on divise par 2. L'État où vous êtes allé prend 50%, il vous donne 25%, il vous donne 50%, et lui, il a la possibilité de venir contrôler si vous avez bien mis en œuvre les 50% que vous avez ramenés pour se rendre compte plus tard que vous n'avez rien fait et puis que c'est comme ça que la rébellion continue. Mais nous avons des forats que nous avons réalisés ici. Bien. C'était à nous de faire appliquer. Bien. Donc j'insiste pour terminer, pour dire que moi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, je ne vois pas la sortie de cette crise-là. Je ne peux pas dire ce que j'ai écouté hier et ces jours-ci. Puisque nous avons les forces, nous allons nous battre, nous allons tuer tout le monde, et puis nous allons avoir la paix. Non, moi, je ne suis pas dans cette logique. Je pense que la vraie logique qui peut nous amener la paix, je dis ça en présence du ministre, c'est que les Centrafricains disent humilions-nous et obtenons des résultats. Humilions-nous. Si vous pensez que quelqu'un avec qui vous voulez discuter
vous pensez qu'il considère que vous êtes faible. Mais parlez avec lui. Ok, bon, je vous ai pas du tout coupé. Voilà, 2 fois. D'accord. 2 fois. Donc, 2 fois, non. Son Excellence, vous avez la parole. Je remercie le ministre Bindoumi, mais je suis un peu surpris de ce que le ministre Bindoumi veut nous faire croire qu'au sortir des élections en 2016, que le pays était sécurisé. Après, je suis surpris. Il n'y avait pas d'armée, vous savez bien, il n'y avait pas d'armée. On a organisé des élections avec l'appui des forces internationales et autres qui ont sécurisé. Ouais. Le pays n'était pas sécurisé. Non. Parce qu'on vous dit, vous dites comme si on a laissé le pays en bon état. Non, moi je vais vous dire. Non, permettez-moi. Attendez, monsieur le ministre. J'ai déjà écouté cette version. Non, parce que il y avait des gens qui avaient dit que quand on a... Vous l'avez dit quand on a laissé. Non, quand on était... Laissez-moi parler. Non, laissez-moi finir. Non, quand on était au 30 mars, quand on était au 30 mars 2016. Il faut bien lui laisser aussi le temps de... Quand on était au 30 mars 2016. Vous m'avez dit de ne pas du tout. Non, nous on est entre nous. Ah bon? Quand on était au 30 mars 2016, il y a des gens qui sont venus à la tribune de Radio Nationale dire que en 2016, le 30 mars, le président Touadéra avait trouvé 47 Kalachnikov et qu'il n'y avait aucun militaire du tout. Mon Dieu, j'étais ministre de la Défense à ce moment-là. J'étais ministre de la Défense. En tant que ministre de la Défense, lorsque les forces internationales m'ont demandé, moi, de m'accompagner par avion ou par la route pour aller à Pawa, j'ai refusé. Je suis allé avec les militaires centrafricains en route, à pied, en voiture, jusqu'à Pawa. Les gens de Pawa vont capter ce que je vous dis. J'ai tenu une réunion à Pawa. Je suis revenu par Bozoum et tout jusqu'à Bangui au mois de mars. Donc ce n'était pas ce que le pays n'était pas invivable. Est-ce que le ministre Maxime Balalou peut vous répondre au moins? Et voilà, vous accepterez mais c'est la contradiction de souffrir un peu. Non, c'est la contradiction. Il dit des choses. Il a le droit de répliquer. Moi, j'ai le droit de répliquer. Non, je voudrais rassurer le ministre Bindoumi que rien ne vaut l'unité dans ce pays. Moi, je suis d'accord avec vous. Rien ne vaut la fraternité. Si les Centrafricains, le politique centrafricain, comprend que le peuple doit être sa raison d'être, on ne peut pas continuer à vivre ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Le peuple souffre. Je suis d'accord avec vous. On doit ensemble nous dire ça suffit, arrêtons nos diatribes, arrêtons de continuer on le sait, c'est connu de tous, ok? Dans le tapis de l'ombre, on essaie de continuer à faire souffrir le peuple centrafricain par d'autres moyens. Arrêtons ça. Travaillons ensemble. C'est notre pays, l'avenir de nos enfants. Cet avenir est hypothéqué. Jusqu'à quand? Touadéra est président aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre deviendra président aussi. La République restera. Ce pays appartient à tout le monde. C'est pourquoi notre appel, et Boganda nous le demande depuis là où il est, préservons l'unité nationale. Travaillons ensemble. On ne peut pas... Et regardez ce qui se passe, vous avez vu, on tue des étrangers. Oui. Je ne vois pas les politiques. Je ne vois pas. Et même, je ne vois pas des réactions. Même la Ligue. Je ne vois pas une condamnation de la Ligue de cet acte odieux qui crée... Vous voyez, on n'entend pas trop la Ligue sur l'assassinat des 9 Chinois. Non, je me suis pas adressé à la Ligue, ça c'est vous. Mais non, moi j'ai dit, même un certain nombre d'institutions crédibles de notre pays qui voient ces actes-là. La tendance c'est quoi? C'est de pousser ce pays, continuer à diviser ce pays. Et on ne peut pas accepter ça. C'est pour cette raison que je pense, honnêtement, pour moi, il faut changer de manière de faire la politique dans ce pays. Parce que si on parle aujourd'hui de l'unité, comme dit Martin Luther King, si on ne veut pas tous mourir demain comme des idiots, on doit prendre du recul, on doit se dire, ça suffit, entre nous. Nous sommes des frères. On peut avoir des divergences, on peut penser autrement. Mais Voltaire l'a dit, Blaise Pascal l'a dit. Il a dit que la multitude, n'est-ce pas, qui ne se réduit pas à l'unité, n'est que confusion. On a tous la manière de penser différente. Mais ce qui nous réunit, c'est ce pays. Parce que ce pays nous appartient. C'est un seul pays en partage.
Si on ne pense pas à ce pays-là, on ne pense pas à la jeunesse, on ne pense pas à l'avenir de ce pays, si on continue pour le pouvoir, à faire souffrir ce peuple.